Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Iconic Business, c'est un univers digital et une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. La rencontre toujours entre deux mondes, moderne et vintage, chic et sport, côte californienne et côte basque. Marchlab, des montres françaises imaginées par un ancien de Quicksilver, amoureux apparemment des années 70, Alain Maric, est dans Iconic Business. Dans les désirables de la semaine, c'est la rencontre cette fois entre la mode et le rugby. Eden Park habille le 15 de France et les passionnés de l'Ovalie. Franck Ménel, son fondateur, est avec nous dans un instant. Vous comprendrez aussi le point commun entre la Samaritaine et Karine Roitfeld, sans oublier l'iconique capsule, les 90 ans d'Air France aux Galeries Lafayette. C'est Iconic Business, bienvenue. Avec nous donc Alain Maric, président, fondateur de Marchlab. Bonjour. Bonjour. On vous a dit ou fait comprendre il y a une dizaine d'années que vous étiez complètement fou. On m'a dit que j'étais complètement inconscient. Mais je pense que j'étais plus que ça, j'étais irresponsable. Parce que créer une maison française dans la même gamme que de prix que des géants du secteur, on est dans l'horlogerie, c'était un sacré pari. C'était pas du tout réfléchi en fait. J'arrivais du monde du sport et je pensais pouvoir comme ça pénétrer l'horlogerie de luxe, et la haute horlogerie. Et en fait, c'était un métier complètement différent et un monde complètement différent. En effet, vous aviez développé les montres et les lunettes pour Quicksilver. Exactement. Dans une autre vie, c'était une autre expertise, un autre positionnement en fait. Tout à fait, c'était le marché du sport et du surf, donc un marché plus entrée de gamme, on va dire, plus mass market et avec des codes beaucoup moins précis et beaucoup moins fermés. Voilà. Et à quel moment on se dit, bon, à cette époque-là, je vais aller chercher sur le même segment les Tiger, les Omega. C'était ambitieux, mais comment est venu le déclencheur ? Alors en fait, à un moment, on est dans une marque, on se dit tiens, je ne suis pas forcément encore à ma place dans cette marque, parce que la marque rajeunit et moi je vieillis un peu, tout simplement. Et on s'est dit tiens, moi j'ai envie de porter des montres qui sont un peu plus élégantes, un peu plus raffinées. Et en allant sur les salons en Suisse, on se dit j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, un peu plus raffiné, élégant et un peu plus accessible aussi en termes de prix. Donc voilà, on se lance. On réunit un ami et un associé qui est aussi designer et on dit c'est parti, on y va, on monte une marque française. Et quand on réunit des associés, on se dit il y a le marché et donc il y a la cible, ça va fonctionner. Pas forcément. En fait, justement, on se dit je vais créer l'envie ou c'est à moi de créer le désir et de créer quelque chose qui n'existe pas selon moi. Et on se dit, avant de faire une belle étude de marché, on se dit voilà, il y a une conviction intime en fait, qui est celle de dire voilà, ça n'existe pas et je suis sûr qu'il y a des gens comme moi qui veulent ça. Et à cette époque-là, il fallait aussi poser la question de l'enjeu de la production et du savoir-faire, de la conception et de l'assemblage aussi. En France, c'était l'enjeu ? C'était l'enjeu. Alors, c'était une volonté de départ de travailler avec des Français le plus possible. Je dis toujours autant que faire se peut, parce que malheureusement, on a des contraintes de prix dans lesquelles on ne peut pas tout mettre en France. Mais on a cherché depuis le début de travailler avec des Français et aujourd'hui, on fait beaucoup de choses en France. On fait assembler nos mouvements par des horlogers français. Ces mouvements sont des mouvements suisses qui sont assemblés par des horlogers français, puis emboîtés dans nos montres. On fait des bracelets en France, on fait la majeure partie de ces choses-là en France. Et vraiment, on est très fiers de ça parce qu'on travaille le plus possible en France. Et voilà, vive la France. À l'époque, l'idée, c'était d'avoir quoi ? Des montres d'entrée de gamme autour de 2 000 €? Non, au départ, c'était d'avoir des montres, oui, on va dire un milieu de gamme autour de 1 000 €, 1 000, 1 500 €. Voilà. Et c'est un tout petit peu monté par rapport à mon démarrage, qui était il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on est toujours entre 1 000 et 2 000 € avec des très belles montres françaises. Et donc, voilà, on est sur un terme de positionnement moyen, on va dire. Et justement, on va y revenir avec Nathan Cocampo, avec ce renouveau de l'horlogerie française. Nathan, il y a l'enjeu d'une relance d'une filière et ça se passe dans le Doubs. Oui, en France, la capitale du temps, c'est Besançon. Si 30 000 personnes travaillent dans la filière en Franche-Comté, 90% d'entre elles passent la frontière pour fabriquer des montres en Suisse. Aujourd'hui, le 100% français, ce sont seulement 2% des montres vendues dans le pays. Mais ces dernières années, la relocalisation de la filière est devenue un enjeu, un objectif porté par des marques comme Marchlab, Français Bosch, Yema ou encore Pékinier. En 2013, Marchlab, vous avez décidé d'assembler en France les mouvements de vos montres dans des ateliers de Morteau, dans le Doubs. Et en 2022, la décision est prise d'abandonner les calibres japonais pour des calibres franco-suisses. Un pas de plus vers le 100% Made in France. De quoi attirer l'œil du président de la République qui porte l'un de vos modèles. Bien joué, vous avez envoyé le modèle et donc il l'arbore fièrement ? Tout à fait. Il a porté la Mansart, le montre Mansart qui lui va très bien. Donc c'était une grande fierté et évidemment un honneur.
Pour avoir, on va revenir avec vous, Nathan, sur les détails, mais sur passer du calibre japonais au calibre franco-suisse, assembler en France, ça veut dire qu'on rogne sur ses marges aussi? Ça veut dire qu'on rentre sur ses marges, ça veut dire qu'on va changer toutes ses productions, refaire tous ses boîtiers. Enfin, c'est un processus industriel qui est très très lourd, mais c'était en fait une évolution naturelle de la marque d'aller vers un peu plus le haut de gamme et de plus en plus français. Donc on a dit, OK, il faut le faire, c'est le moment du deuxième virage de la marque où il faut vraiment prendre ce virage du français. Le virage du français, de la volonté, certes, mais les besoins en investissement sont conséquents, Nathan. Oui, selon les professionnels, il faudrait 121 millions d'euros d'investissement pour réindustrialiser la filière en France, de quoi créer 1600 emplois supplémentaires et espérer dégager 240 millions d'euros de retombées économiques. Des parts de marché sont à aller chercher, notamment sur des produits allant de 1000 à 2500 euros, en dessous donc des premiers prix de montres suisses. Et merci Nathan Cocampo. Ce réajustement vous a donné raison finalement sur cette décennie écoulée. Plus français, davantage made in France et avec des gammes un peu plus moyen de gamme justement. Exactement, c'est un marché du premium, enfin dire juste l'entrée de gamme, le marchepied du luxe, disons. Et c'est vrai que c'est un nouveau cœur de marché qui se développe, puisque les marques de luxe ont beaucoup monté leur prix en laissant, on va dire, un appel d'air. Et nous, on s'est glissé juste au milieu. Et aujourd'hui, on est dans une zone qui est vraiment très intéressante, avec beaucoup de choses à faire, tout en faisant de la qualité aussi, parce qu'à ce prix-là, on peut faire de la belle qualité. Et c'était un peu notre philosophie, c'était de faire des belles montres au bon prix, avec de la belle qualité. Voilà. Et l'identité, comment on assure son identité sur un marché ultra concurrentiel? L'inspiration, c'est laquelle? Elle vient de Los Angeles, elle vient de Biarritz, elle vient de tout ça, elle vient de votre esprit justement? C'est un mix des deux, c'est ma culture de Biarritz et aussi de Los Angeles, où j'ai passé beaucoup de temps. Et on a essayé de mixer cet esprit un peu franco-californien, années 70. C'est très dur en fait de faire une identité, de créer une identité dans la montre, parce que les gros sont très présents et vraiment sont très, on va dire, ils sont un peu reconnus du monde entier. Et donc de créer une identité en termes de style de montre et en termes aussi de marketing, ça prend du temps. Elle est elle aussi une incarnation du style. Karine Roitfeld, à présent marraine des puces de la Samaritaine. Reportage avec Eva Jaco. Ici, on retrouve une cinquantaine d'objets iconiques du design français, italien. Deux galeries du marché Paul-Bert Serpette se sont installées ici au grand magasin parisien. Une installation orchestrée avec vous, Karine Roitfeld. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la marraine de cet événement. Je crois savoir que vous avez un lien particulier avec la brocante. J'ai été brocanteuse avec maman pendant quelques années. Donc acheter sur les marchés 5 h du matin avec la lampe électrique sur le toit de la voiture, je connais. L'odeur spéciale du café au lait à 5 h du matin au comptoir, je connais. Mais les puces, au début, j'ai connu pour m'habiller parce que de ma génération, il n'y avait rien pour les jeunes filles de 17-18 ans. Donc c'est aux puces qu'on trouvait des robes anciennes, des jeans, on allait aux puces. Finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre le design et la mode ? Ce sont des créations de créateurs, déjà, des deux côtés. Et en plus, je pense, quand on se promène aux puces, qu'on regarde les antiquités, c'est un peu comme quand on chine aussi un vêtement, mais on peut le chiner chez Saint-Laurent comme on peut le chiner aux puces. Donc je trouve que tous les meubles anciens, la chine des puces, ressemble à la chine des vêtements. Pour moi, c'est la même chose. Et on crée son appartement comme on crée une garde-robe. Mon appartement, je l'ai créé exactement comme une garde-robe. On commence par une pièce essentielle, un manteau pour la mode, et après on rajoute des chaussures, on rajoute un pull, tout ce qui va autour de la pièce essentielle. Alors dans cet espace, on retrouve donc deux galeries. Je suis actuellement avec les fondateurs, Jean-Marc Hervier et Jérémy Pradier. Qu'est-ce que vous avez voulu créer dans cet espace ? On a voulu créer un grand appartement qui mélangerait nos deux influences, les influences plutôt italiennes de la galerie Jean-Marc Hervier et plutôt françaises de la galerie Pradier-Jonot. On a voulu surtout créer un espace qui inviterait des gens qui ne connaissent pas forcément les puces à venir découvrir notre travail, des pièces iconiques, des pièces historiques et aussi le plaisir de chiner. Est-ce que vous avez un objet iconique ici ? Oui, nous on défend vraiment le design français qu'on aime beaucoup et un objet iconique qu'on a ramené ici, c'est une table, une banquette de Charlotte Perriand qui date de 1958 et qui arrive tout droit de Mauritanie. Et vous, Jean-Marc Hervier, est-ce que vous avez un objet qui vous tient particulièrement à cœur ? Alors pour moi, oui, bien sûr, il y a le travail de Jean-Guillaume Mathieu, qui est un sculpteur français, qui est présenté en exclusivité parce qu'il répond à un dialogue entre le moderne et l'ancien, le vintage.
Karen Roitfeld à la Samaritaine. Les puces de la Samaritaine, c'est à découvrir jusqu'au 31 octobre. Marchlab, ce sont des montres. À présent, des lunettes. Vous avez suivi Quicksilver, lunettes et montres. Et là, la diversification, elle arrive maintenant. Je profite d'avoir ma marque pour faire un peu tous les produits que j'aime. Vous avez mis plus de 10 ans à enchaîner sur les lunettes. Tout à fait. Alors, parce qu'en fait, on veut d'abord renforcer notre image d'horloger. Et c'est notre premier métier. Ça restera notre métier. Et c'est vrai que la lunette, je porte des lunettes depuis 40 ans et je faisais des lunettes. Donc, j'avais envie de faire une petite paire de lunettes qui aille bien avec l'environnement de la marque. Mais ce ne sera jamais un produit aussi fort que l'horlogerie. Ce sera un produit de côté, on va dire. Voilà. Bon, ça viendra se greffer dans la politique retail aussi, au corner, au point de vente, aux revendeurs, les lunettes à côté de la montre. Exactement. Ce sera l'accessoire pour compléter, on va dire, l'homme ou la femme Marchlab. Voilà. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie aussi d'avoir un petit peu un produit en plus. Est-ce qu'à présent, ça a du sens pour Marchlab aussi la seconde main ? Est-ce que vous considérez que ça y est, vous faites partie de ces grands et donc il y a un marché dynamique ou c'est pas encore ça pour vous? Non, je vais être très honnête. Pour l'instant, on est encore trop jeune pour ça. Vous savez, 10 ans dans l'horlogerie, à l'échelle de l'horlogerie, c'est du stade embryonnaire, j'ai envie de dire. C'est vraiment, on est tout petit, quoi. Bon, il faut attendre pour la spéculation alors. Exactement, on va attendre un peu. Voilà. Chaque semaine, dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. Vous êtes plié à l'exercice, votre top 3 du luxe, Alain Maric. Bon, vous avez été un peu consensuel, poétique presque, avec en premier lieu un artiste. Oui, Antoine de Saint-Exupéry. Oui, et pourquoi? Alors, c'est mon meilleur ami, on va dire. Je suis avec lui souvent le soir. Et il m'a beaucoup inspiré dans ma vision de l'humanité et du luxe. Parce que, avant tout, pour lui, le plus grand luxe, ce sont les relations humaines. Bon, si on remet les pieds sur terre, vous avez également en tête une marque, une maison. Alors, j'ai une maison, mais en fait, c'est la personne derrière la maison. C'est la maison Céline avec Eddie Slimane derrière. Pourquoi? Parce qu'Eddie Slimane... Ah, vous n'êtes pas à époque Phoebe Philo, vous? Alors, j'ai adoré Phoebe Philo, mais ce que j'aime bien dans le parcours d'Eddie Slimane, que je connais d'ailleurs parce que je l'ai rencontré il y a 30 ans, c'est qu'en fait, entre Dior, après Saint-Laurent et après Céline, il fait la même chose. Et il dit simplement, je ne sais faire que ce que je suis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'il a une constance. Ça fait écho chez vous. Voilà, ça fait écho chez moi parce que je ne saurais pas faire autre chose que ce que je suis. Et lui, il le fait tellement bien et il est tellement honnête. Un endroit pour terminer. Alors, l'endroit, c'est l'endroit où j'aurais allé passer mes vieux jours quand j'aurais accompli ma mission Marchlab sur Terre. C'est d'aller à Hawaï parce que je suis C'est luxe, Hawaï? Non, c'est pas luxe, c'est nature. Mais moi, je suis un homme de l'eau. Merci Alain Maric, président fondateur de Marchlab, d'avoir été dans Iconic Business. Dans un instant, les désirables de la semaine. Un autre mordu de l'univers sport, Franck Ménel, fondateur de la marque Eden Park. Mais tout de suite, c'est l'Iconic Capsule, quand deux iconiques se rencontrent, Air France et les Galeries Lafayette. La compagnie aérienne s'expose dans les 12 vitrines des Galeries Lafayette. Uniformes de grands couturiers, maquettes d'avions, art de la table ou encore affiches iconiques. Un morceau d'histoire de l'aviation française mêlé à la mode avec une collection de 5 robes réalisées pour l'occasion par Xavier Ronze, créateur français et responsable des ateliers de costumes de l'Opéra national de Paris. À l'intérieur, des pop-up stores avec une gamme d'objets spécialement créés ou réédités. La marque DLC a créé pour l'occasion une valise nommée Allure, mais aussi un sac cabas fabriqué à partir de toboggans d'évacuation des avions Air France ou encore des assiettes utilisées en première classe entre 1966 et les années 2000. D'autres produits qui célèbrent les 90 ans d'excellence sont à retrouver sur Internet. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec Franck Ménel, ancien joueur de rugby et fondateur de la marque Eden Park. Bonjour. Bonjour. Et Nathan Cocampo, évidemment votre sélection cette semaine, une distillerie au Japon de whisky, la Maison Santori qui célèbre son centenaire avec une édition limitée. 2 flacons, Ikibi 21 ans et Ikibi Japanese Harmony, d'une couleur or. Ikibi 21 ans est enfermé dans une bouteille illustrée d'un lever de soleil au Japon. Ses arômes sont ceux du jasmin et de l'encens japonais. Le flacon de 70 centilitres en édition limitée est à 7 000 €. C'est une année spéciale aussi pour Porsche qui célèbre ses 75 ans d'existence et les 60 ans de son modèle 911. Pour l'occasion, la marque multiplie les événements autour du monde, notamment avec cette exposition de street art étonnante dans la galerie Sakura à Paris. Une centaine de pièces du constructeur ont été transformées en œuvres d'art. Rétroviseurs, volants, jantes, freins. Les pièces ont inspiré les artistes pour une exposition unique jusqu'au 28 octobre. Et on n'oublie pas, Nathan Cocampo, le replay d'Iconic Business dans les réserves de Porsche du constructeur dans la banlieue de Stuttgart. C'est à redécouvrir avec des modèles
Incroyable. Iconique, incroyable, exceptionnel. On finit aussi avec des tatouages qui valent de l'or, Nathan. Oui, Joa, artiste sud-coréen, réinvente le tatouage avec ses créations au réalisme stupéfiant. Il utilise de l'encre couleur or pour dessiner des pièces métalliques et objets en tout genre comme des scarabées dorés, des bijoux. Il est passionné de pierres précieuses. Les reflets et le réalisme sont vraiment saisissants. Très suivi sur Instagram, l'artiste s'est créé une véritable renommée à l'international. Et on termine avec un peu de gastronomie, Évidemment. comme toujours, au Perché, à 125 mètres de haut. C'est à Lyon, avec le chef étoilé Anthony Bonnet aux manettes du Céleste. Jusque décembre et la réouverture de son restaurant réputé La Cour des Loges, dans le Vieux-Lyon, le chef propose une expérience culinaire unique avec vue sur la ville, un menu en 6 actes avec une volaille aux champignons et figues ou encore un chou-fleur abricot pollen. Le menu est à 120 €. Et merci Nathan Cocampo, je vous remercie pas, on a faim maintenant. Merci beaucoup. Une prochaine sélection la semaine prochaine avec vous. Franck Ménel, président fondateur de la marque Eden Park. On va dire que c'est votre moment en pleine Coupe du Monde de rugby, c'est votre moment, c'est le moment pour la marque, pour vous? Oui, c'est le moment où finalement Eden Park devient malgré lui influenceur. Malgré lui? Malgré Non, lui, pas malgré lui. parce que j'ai évolué depuis des années dans un monde qui était un peu le monde du sport. Je rêve un jour, en vous écoutant, en écoutant les émissions, d'arriver à parvenir à cette image que l'on résumerait par le mythique, le mythe. Voilà, le mythe. On a une petite légende, et puis peut-être qu'un jour la marque deviendra mythique. Mais c'est vrai que c'est le moment pour Eden Park d'exister, parce que cette Coupe du Monde a lieu en France, et nous l'avons préparée depuis maintenant plusieurs années. Oui, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire combien de temps de préparation? Comment on projette un tel événement? Écoutez, on a commencé à y réfléchir sérieusement dès 2015, puisque la première partie de la vie d'Eden Park a été assez anglo-saxonne. J'ai été très inspiré par les grandes marques du sportswear américaines, dont Ralph Lauren, que je peux citer aisément. Et en 2015, nous avons décidé vraiment de franciser la marque, de lui redonner un sens beaucoup plus national, en modifiant nos concepts d'architecture dans les magasins, en faisant très attention au wording. D'ailleurs, j'utilise un mot anglais. Et il faut faire attention aux mots, et on a francisé tout ça. On a aussi accentué un peu les partenariats avec quelques marques françaises. Si je ne clame pas haut et fort le Made in France chez Eden Park, en revanche, tous nos partenariats, tous nos co-brandings s'appuient très très souvent sur le savoir-faire français. Mais c'est le résultat d'une époque aussi pour de nombreuses marques. 30 ans depuis la création, l'idée de lancer une marque qui transpire le rugby, du French flair, à la sauce un peu plus british, un peu plus américaine, et de la difficulté de se maintenir à une époque où c'est dur pour certaines marques, et la difficulté de positionner une identité. Donc un recentrage, c'est ce que vous disiez. Un recentrage, et il y a quelque chose sur lequel j'insiste enfin aujourd'hui, et sur lequel je n'ai jamais trop klaxonné, entre guillemets, c'est la qualité de nos produits. Et lorsqu'on a lancé la marque, moi j'étais un architecte raté, et je me suis fait beaucoup conseiller, parce que j'ai eu peur de plonger dans cet univers. Et parmi les paramètres qui ont été très inspirants pour moi, l'un et le principal a été le positionnement de la marque. Même si nous venons d'un monde du sport, même si nos collections sont colorées, même si ce nœud papillon rose existe vraiment, la qualité des produits est aujourd'hui mon cheval de bataille, et je m'y attelle. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle Eden Park a résisté depuis 2008 à peu près à toutes les crises. Je crois qu'in fine, c'est le sujet. La mode, les tendances peuvent être soumises à la versatilité des clients. Une qualité, ça marque les gens, et ça vous inscrit dans un projet de fidélité, ce qui aujourd'hui, effectivement, dans notre business, est fondamental. On vous a reproché de peut-être pas assez vous renouveler? Oh non, vous savez, j'ai un directeur artistique qui s'appelle Vincent Nadal, qui a beaucoup voyagé dans le monde, qui a commencé chez nous dans un univers commercial et qui est revenu 10 ans plus tard, après avoir fait ses armes à la créa. Et c'est quelqu'un dans le dur métier, j'ironise un peu parce que ce n'est pas toujours facile pour lui, il se balade entre Milan, le Japon, New York, l'Angleterre. Voilà. Et en plus, il a un double métier, puisqu'il est créateur, lui, de tissus dans une célèbre marque, célèbre fabricant italien. Donc les tendances sont là. Et contrairement à ce qu'on peut croire, en voyant effectivement des collections qui peuvent vous sembler un peu répétitives,
on essaie de ne jamais rater une tendance. Le secret d'Eden Park, c'est de croiser ces tendances avec notre ADN qui est extrêmement signé. Et la répétition crée l'identité aussi d'une marque. Exactement, il faut insister. Et c'est vrai que quand on est créa, j'en étais un, j'essaie de l'être un petit peu toujours. On a tendance à vouloir travailler sur une feuille blanche, à tout effacer et à repartir d'un bureau tout bien rangé. Il faut quand même s'appuyer sur les icônes, sur les réussites. Et dans un monde un petit peu chahuté, effectivement, en ce moment, je trouve qu'il faut profiter de ces tremplins qui sont magnifiques. Est-ce que vous avez réécrit aussi l'histoire retail? Ça veut dire moins de points de distribution, moins de boutiques, peut-être pour raconter différemment l'expérience? Écoutez, vous savez, là aussi, j'ai beaucoup de complexes, en fait. J'ai fait beaucoup de complexes. Durant la première partie de ma vie, je me disais, mais c'est marrant, j'ai du mal à exister à Paris. Mais finalement, je ne viens pas de Paris. Je viens d'un univers qui est celui de la province, qui est celui du rugby, qui est le terroir. Oui. Et ce terroir, aujourd'hui, il prend une valeur phénoménale. Il prend une dimension par rapport à la versatilité, peut-être, de certains mouvements parisiens. Je suis assis sur des gens qui nous sont fidèles depuis une éternité. Et je dois leur rendre un renouvellement de nos collections, mais également une certaine stabilité. Notamment, je vous l'ai déjà dit, sur la qualité, mais également sur un style. Car Eden Park peut être remis en cause sur le style, mais c'est une vraie signature. Les produits cultivent la rayure, cultivent les petits boutons en forme de ballon de rugby. Ce rose si particulier aussi. Ce rose si particulier, ça a été une drôle de décision de choisir de jouer avec un nœud papillon rose en 87. Je le regrette jamais parce qu'il nous différencie. Et quand vous mettez un nœud papillon sur des mecs qui font 2 mètres, c'est toujours un peu paradoxal, mais ça fonctionne. Donc la stratégie, elle est plutôt en termes de rayonnement, en fait. C'est s'ouvrir à un marché international. Est-ce qu'on va spécifiquement sur des marchés de rugby, dans des pays adeptes et fans de rugby? Alors écoutez, lorsqu'on s'est lancé, on s'est dit on va céder aux opportunités et puis il y aura un marché sur 2 qui fonctionnera. Aujourd'hui, depuis, je dirais, les difficultés globales du marché du textile, on n'y va jamais gratuitement, on prépare notre stratégie. Aujourd'hui, on s'est focalisé sur les États-Unis après une réussite depuis 2 ans à Miami, puisqu'on a une très jolie boutique. On a une deuxième expérience pour aller tester les wasps à Boston. Et ça nous intéresse parce que c'est un marché très stable. Et il va falloir y user de notre French flair, de l'inspiration à la française, avec tout ce dont je vous ai parlé, tous ces caractères si typiques pour essayer de ne pas aller rivaliser avec ce qui s'est fait de mieux au monde. Mais on a une grosse carte à jouer en insistant beaucoup sur les valeurs françaises, sur l'irrévérence. Voilà, on est plus bébelle, nous, qu'autre chose. Ça nous va très, très bien et on est à l'aise dans cet univers. Le 15 de France, c'est logique. Finalement, l'histoire, elle s'écrit logiquement. Ça représente, j'imagine, quand même un investissement colossal avant d'avoir des retombées. Alors, il y a une inertie. On a déjà eu l'expérience d'une Coupe du Monde en 2011 en France, mais cette année, je crois qu'on est une des rares marques aujourd'hui à être ultra positive dans cette période un peu compliquée. Donc, et d'être aussi identifié à un événement positif. Oui, puisque vous êtes, je vous l'ai dit, on est malgré nous, et je le répète, on est devenu tout d'un coup influenceur en pleine Fashion Week. Donc c'est génial parce que les valeurs du rugby, qu'on le veuille ou non, restent quand même très très à part. Elles sont synonymes d'éducation. Vous savez que l'instruction en ce moment est assez chahutée, assez bouleversée. Et dans le monde du rugby, c'est quelque chose qu'on nous apprend très très tôt. Alors, Walter Spangero disait en rigolant, dans le rugby, il n'y a pas que des cons, mais ils y sont tous. Ça permet de relativiser un petit peu les choses et de ne pas toujours mettre le rugby sur un piédestal. Mais je peux vous confirmer quand même, pour avoir foulé les terrains de rugby, que ça fait des mecs plutôt pas trop mal et plutôt équilibrés dans leur tête. Donc vous nous avez parlé des retombées en termes d'image, en termes de recettes. Est-ce que vous avez pu chiffrer? Est-ce que vous avez projeté quand même? On l'a projeté, encore une fois, sur des statistiques assez précises des anciennes Coupes du Monde, mais on a eu un investissement qui est supérieur et des retombées autour des 20%. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je peux pas, nous sommes une boîte familiale, donc je ne peux pas non plus jouer avec l'argent que je n'ai pas. Mais en tout cas, nous avons investi plus de 20% et en retour, je crois pouvoir vous dire qu'on va largement dépasser les 20%. De tout, en fait, d'effets images, même de chiffre d'affaires. On est aujourd'hui à 74 millions. Sur 2022, on se projette à 94 en fin 2023. Donc vous allez
faites la différence, le gap, il va être énorme quand même. Et de quoi se rendre indispensable en termes d'image au milieu de cet événement? Est-ce qu'il y a un objectif Jeux Olympiques aussi et d'en profiter? Oui, il y a un objectif Jeux Olympiques parce que vous savez que le rugby est revenu aux Jeux Olympiques et que les équipes de rugby à 7 masculines et féminines seront très présentes. Nous voulons vraiment appuyer, et ce n'est pas simplement parce que c'est dans l'air du temps, appuyer sur l'équipe féminine. Non seulement la française, mais peut-être, et je ne peux pas trop en parler, mais une autre mythique, toute noire. Et j'aimerais beaucoup m'appuyer sur ces deux équipes, d'abord pour marquer aussi le fait que nous avons maintenant le droit de nous développer en Nouvelle-Zélande. C'est une nouveauté aussi récente et juridique. Donc ce marché est un petit marché, mais pour nous, il est fondamental parce que les racines du rugby All Black et néo-zélandais sont très importantes. L'alliance franco-néo-zélandaise est très cultivée chez nous et on s'y attache beaucoup. Donc voilà, le prochain gros événement qui sera les Jeux Olympiques a notre intérêt et on va essayer de réussir des choses. Bon, France-Nouvelle-Zélande, il faudra vous départager quand même. Hein. Merci Franck Meynel, président fondateur de la marque Eden Park, d'avoir été dans Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.